Un petit exercice d'application. Prenons une jeune femme sur un scooter qui roule à 50 km/h. Elle pèse, elle a une masse de 50 kg. Son scooter fait 100 kg. En fait, je vous demande tout simplement de calculer son énergie cinétique. Vous pouvez essayer de faire l'exercice, mettre la vidéo en pause. Je vous donne la correction tout de suite derrière. Donc pour calculer l'énergie cinétique, il faut utiliser la formule qu'il faut connaître par cœur. Donc EC égale 1 demi de mv au carré. Donc EC, c'est l'énergie cinétique en joules. 1 demi, donc c'est 0,5, hein, un chiffre. M, c'est la masse du système. Donc ici, c'est la fille et le scooter en kilogrammes. Et V, la vitesse, mais attention, en mètres par seconde. Donc si je veux faire l'application numérique, bon ici c'est facile, on a fait le travail avant. Donc c'est-à-dire que ça donne 1 demi fois la masse, donc je vais mettre 150 kg, hein, fille plus scooter, fois 13,9 au carré. Pourquoi 13,9 ? Parce qu'avant on avait converti 50 km/h en mètres par seconde. Donc 50 km/h c'est 13,9 mètres par seconde, donc je remplace. On tape ça sur une calculatrice et ça nous donne 14 500 joules. C'est-à-dire qu'une jeune femme sur son scooter a 14 500 joules quand elle roule à 50 km/h. Du coup, on peut se poser la question, que va devenir cette énergie, par exemple, lors d'un freinage? Ah oui, puisque quand elle roule, elle a 14 500 joules. Si elle est arrêtée au feu rouge, ben elle a 0 joule. Pourquoi elle a 0 joule? Puisque dans la formule, si la vitesse est égale à 0, l'énergie est égale à 0. Mais un des grands principes, c'est que l'énergie ne disparaît pas comme ça, et elle n'apparaît pas comme ça. Donc, où sont passés ces 14 500 joules lors d'un freinage? Ouais, vous imaginez, elle arrive, elle roule, elle a 50 km/h, elle a donc 14 500 joules. Loin devant elle, elle voit le feu rouge, et du coup, il faut qu'elle s'arrête, donc il faut, entre guillemets, qu'elle se débarrasse des 14 500 joules. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va freiner. Mais où va passer l'énergie? En fait, l'énergie va passer au niveau des plaquettes de frein, au niveau du frein. Et ce qui va se passer, c'est que ces freins vont chauffer. Puisque les freins, pour pouvoir ralentir, vont faire chauffer. Donc ça va chauffer les disques. Et en fait, cette chaleur, ces 14 500 joules vont être transformés quasiment intégralement en chaleur. C'est pour ça que là, sur la voiture de course, on voit là les disques de frein qui viennent rouges, incandescents, parce que ça chauffe tellement que ça devient rouge. D'ailleurs, en 2008, il y a eu un accident dans l'Eurotunnel. Il y a eu le feu à l'intérieur parce qu'un camion a son système de freinage qui a chauffé de trop. Voilà. Et dans l'Eurotunnel, comme les camions sont bâchés, c'était plus refroidi. Donc, il y a eu un début d'incendie. Par contre, lors d'un choc, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens à mon exemple de scooter, donc 14 500 joules, et puis au moment du choc, et qu'on est à l'arrêt, on a 0 joule. Où sont passés ces 14 500 joules? Tout simplement, ils sont passés dans les déformations. Voilà. Les joules, l'énergie a permis de déformer la carrosserie, mais malheureusement aussi les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Alors du coup, une petite parenthèse un peu hors programme, c'est que les constructeurs de véhicules pensent à nous, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé ce qu'on appelle des pare-chocs. Alors, sur cet écran, vous voyez des pare-chocs de train. Oui, les trains ont des pare-chocs. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez cette pièce qui est là, qui est en métallique? En fait, c'est une pièce qui est déformable. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir une pièce déformable devant un véhicule? Parce qu'en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie du véhicule, une partie de cette énergie va être utilisée pour déformer cette pièce-là. Du coup, le reste d'énergie sera pour les personnes à l'intérieur. Mais une partie de l'énergie va être absorbée par cette pièce. C'est pour ça que, par exemple, sur nos véhicules, on n'a pas le droit de mettre des pare-buffles devant. Alors, les pare-buffles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des barres en métal très rigides. Pourquoi? Parce que si on a un choc avec un véhicule comme ça, l'intégralité de l'énergie cinétique du véhicule va se retrouver dans le passager. Donc, du coup, dans le passager et le conducteur. Donc, du coup, c'est eux qui vont subir les déformations. Alors que sur un véhicule classique, votre véhicule va être exprès déformable pour qu'il encaisse le maximum d'énergie et vous le minimum d'énergie.
Voilà. Alors, on reste un peu dans la sécurité routière. De quoi dépend la distance d'arrêt d'un véhicule? En fait, la distance d'arrêt d'un véhicule dépend de deux choses. Ça dépend de la distance de réaction et de la distance de freinage. En fait, la distance d'arrêt, c'est une distance de réaction plus une distance de freinage. Alors pourquoi il y a une distance de réaction? Parce que, tout simplement, on peut être le plus nerveux du collège, le plus rapide du collège, on a toujours un temps de réaction. D'accord? On verra après on va voir tout de suite de quoi ça dépend. Alors, ce temps de réaction, il dépend de plusieurs facteurs. Il va dépendre de la vitesse du véhicule à laquelle vous roulez, cette distance de réaction. Bah oui, puisque je peux être super rapide, je peux être le Lucky Luke du Beachland. Plus je roule vite, plus la distance pendant laquelle je vais réfléchir à ce que je vais faire, bah plus cette distance va être grande. D'accord? Donc, la vitesse. Ça va dépendre de la prise ou non d'alcool, de drogue et de médicaments. Malheureusement, des fois, les trois mélangés. Alors, des médicaments, alors on se doute bien que des somnifères vont allonger la distance de réaction, mais il y a aussi, voilà, on est en mai, des médicaments, par exemple, pour les traitements de l'allergie. Ils augmentent le temps de réaction. Pourquoi? Parce que en fait, ils font un peu fatiguer les personnes et du coup leur temps de réaction est un peu va être allongé. D'ailleurs, c'est symbolisé sur la boîte du médicament avec un triangle, peut être jaune, orange ou même rouge. L'alcool augmente aussi la distance de réaction. Il faut savoir que dès la première goutte d'alcool, en France, on a le droit de boire une quantité raisonnable d'alcool. Mais en fait, il faut savoir que dès les premières gouttes d'alcool, votre distance de réaction va être augmentée. Et bien entendu, la prise de drogue, hein, les drogues augmentent les distances de réaction. Et dernier facteur qui va faire augmenter la distance de réaction, c'est l'état du conducteur et son degré d'attention. Alors l'état du conducteur, c'est quoi? C'est la fatigue. Voilà. Quand vous partez en vacances, vous avez 12 heures de route à faire. On ne fait pas les 12 heures de route d'affilée, parce qu'on sera plus concentré, et du coup, si on doit réagir, on va mettre plus de temps. Pareil pour la concentration, c'est-à-dire que vous parlez au téléphone, alors même avec un kit main libre, hein, votre temps de réaction va être plus long. Un truc tout bête, hein, vous chantez dans votre voiture, vous écoutez les informations dans votre voiture, votre distance de réaction va être aussi plus longue. La distance de freinage. Donc, la distance de freinage, c'est la distance qu'on va parcourir à partir du moment où on va commencer à appuyer sur le frein. Donc la distance de freinage, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre, encore une fois, de la vitesse. D'accord? Oui, parce que plus je roule vite, plus il me faudra une distance grande pour freiner. Exemple tout bête, hein, vous prenez un TGV, le TGV en freinage d'urgence, il a besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter. Alors là, du coup, on comprend mieux pourquoi les autorités nous surveillent activement par rapport à la vitesse, puisqu'on voit que la vitesse agit sur la distance de freinage, mais elle agit également sur la distance de réaction. Voilà. Donc la vitesse joue là-dessus. Quoi d'autre? La masse du véhicule. Voilà. Donc comme je vous ai donné comme exemple avant le TGV, le TGV va très vite et en plus c'est très lourd. Donc sa distance de freinage est colossale. La vitesse, la masse, l'état de la route. D'accord? L'état de la route, oui, si on a une route sèche, humide, verglacée, la distance de freinage ne sera pas la même. Et dernier facteur, l'état des pneus. D'accord? L'état des pneus, si vous avez des pneus lisses ou des pneus à cran, vous n'aurez pas la même adhérence. Alors attention, en fait, pour la petite histoire, des pneus lisses tiennent mieux la route que des pneus à cran. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de contact. Alors on va se dire, mais pourquoi on n'a pas le droit, nous, de rouler avec des pneus lisses? Alors en Formule 1 ou en moto, en trimoto, ils roulent avec des pneus lisses parce que c'est dans le cadre d'un circuit. Nous, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le droit de rouler avec des pneus lisses, tout simplement parce qu'en cas de pluie, les pneus lisses ne tiennent plus la route. Voilà, tout simplement. Puis en Formule 1, ils changent les 4 roues en quelques secondes. Nous, il nous faut au moins facilement une demi-heure. Voilà.
Donc voilà les paramètres qui agissent sur la distance de freinage d'un véhicule. Du coup, avec tout ça, on comprend mieux pourquoi dans le code de la route, il y a une règle claire et importante qui dit que entre les deux véhicules qui se suivent, il doit y avoir 2 secondes. Voilà. Alors, comment ça se passe en fait? Vous êtes dans la voiture rouge, devant vous, vous avez un véhicule jaune, vous le voyez passer à l'arbre, vous comptez 2 secondes et vous ne devez pas avoir passé l'arbre. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 2 secondes entre le véhicule qui est devant vous et vous-même. Pourquoi? Pour que vous puissiez agir assez rapidement pour les éviter au cas où le véhicule jaune se met à freiner brutalement. Alors maintenant, un petit bonus, c'est pas obligatoire, c'est un peu comme une introduction pour la seconde, c'est des manipulations de formules. Donc la formule de l'énergie cinétique, cette formule-là est à savoir, c'est EC égale 1 demi de mv au carré. On voudrait obtenir une formule qui permet de calculer la masse m, ça veut dire avoir une formule qui me dise m égale en fonction de EC et de V. Alors, pour faire ça, il suffit de savoir quelque chose, c'est qu'en maths, quand on veut se débarrasser d'un chiffre ou d'une grandeur, on fait le contraire. Exemple, vous allez voir, là je vais me débarrasser du 2. Donc le 2, il est divisé, vous êtes d'accord, il est en fraction. Donc il va se retrouver en haut multiplié. Donc ça fait 2 fois EC égale 1 fois M fois V carré. Bon, le 1 fois, on peut l'enlever aussi, on est d'accord, ça fait EC fois 2 égale M fois V carré. Là maintenant, il y a le V carré qui m'embête un petit peu. Si je m'en débarrasse, je le mets de l'autre côté, il va se retrouver divisé. Du coup, j'ai ma formule qui me donne la masse d'un véhicule en fonction de son énergie cinétique et de sa vitesse. Voilà. La même chose pour la vitesse. Donc on veut avoir une formule qui permet de calculer la vitesse en fonction de sa masse et de son énergie cinétique. Alors, c'est toujours pareil, je me débarrasse du 2 qui est en bas, donc ça, comme il est divisé, il se retrouve de l'autre côté multiplié, donc ça fait 2 fois EC égale 1 fois M fois V carré. Bon, le 1 fois, il ne sert à pas grand chose, je le fais disparaître, donc ça fait EC fois 2 égale la masse fois la vitesse au carré. Je veux une formule avec vitesse tout seul, donc je vais me débarrasser de la masse. Comme la masse, elle est multipliée, elle va se retrouver de l'autre côté, mais cette fois-ci divisée. Donc ça fait EC fois 2 divisé par M égale V carré. Et puis comme je suis intéressé pour avoir la vitesse de l'objet, alors quand j'ai au carré, c'est facile, je l'ai en racine carrée du coup, donc ça fait racine carrée de EC fois 2 sur M. Voilà pour ce chapitre sur l'énergie cinétique et la sécurité routière.